au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette dernière émission avant l'été sur Radio Grand Lac. Donc votre émission La nature et vous, et on se retrouvera de nouveau en septembre. C'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Mais comment sommes-nous en interaction avec le vivant autour de nous ? Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes en direct avec Damien Deville. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, je vais vous présenter Damien dans quelques instants. Et avant ça, je voulais vous partager une réflexion. Lors d'une virée au Danemark, j'observais, je contemplais les paysages, et puis j'étais assez surprise de voir que le bas des nuages, face à la terre, était plat. C'était vraiment assez étonnant. Et en fait, puis je regardais les paysages autour de moi, et c'est vrai qu'au Danemark, c'est plutôt assez plat, voire un peu vallonné. Et j'observais aussi le comportement, les mentalités de ce pays. Et c'est vrai que la mentalité danoise, les comportements danois, c'est quand même plutôt des gens, dans l'ensemble, assez calmes, tempérés. Donc, il y a un vrai rapport entre le mode de fonctionnement, le tempérament des personnes et le lieu où ils habitent. Et j'observais là, après, en rentrant en Savoie, autour des montagnes, mais après, c'est quelles que soient les montagnes finalement, et je réfléchissais au caractère des montagnards. Alors, sans préjugé aucun, c'est vraiment une réflexion, et je me disais, mais tiens, ils ont à affronter les rudesses de la montagne. Et je trouve, en tout cas, c'est personnel, je trouve qu'il y a un côté très volontaire chez les montagnards qui ne se laissent pas démonter à la moindre chose. Ils sont de tempérament peut-être des fois un petit peu plus renfermés, ou réservés plutôt, pour être plus clair, mais ils ont aussi ce côté assez direct, ils disent les choses. Et voilà, donc c'est une réflexion qui m'a fait vraiment penser au fait que nous sommes évidemment façonnés par la culture du pays dans lequel nous grandissons, la région dans laquelle nous grandissons, mais également le paysage dans lequel nous grandissons, que ce soit ville, mer, montagne ou campagne. Donc pour chaque territoire a sa géographie et sa nature. Et en fait, ça témoigne justement de son histoire, de sa culture et de son évolution. Elle parle en fait des liens entre ses habitants et les vivants non humains. Alors pour explorer encore un petit peu plus l'impact de la géographie et l'évolution de chaque territoire et du lien que nous pouvons entretenir entre nous sur ces territoires, eh bien nous sommes directement en lien justement avec Damien qui est dans la Sarthe. Et donc Damien, vous êtes docteur en géographie, chercheur associé à l'unité mixte de recherche de médiation de Paris 1 à la Sorbonne dans la thématique sciences des lieux, sciences des liens. Et en fait, vous avez une double casquette, à la fois scientifique, géographe, mais également enquêteur finalement, écrivain et surtout passionné, porteur de projets. Et vous avez envie de transmettre la géographie un petit peu de façon différente, où pour vous justement l'impact des liens et des lieux sont importants. Comment lier les deux ? Et en fait, vous avez plongé déjà dès votre enfance dans un environnement plutôt rural. Vous avez grandi au sud de la Sarthe, au sud de Paris, donc plutôt proche des forêts. Donc il y a cette grande sensibilité justement à ce milieu naturel. Et vos pas vont aussi mener au Burkina. D'ailleurs, vous êtes marié à une burkinabèse et du coup, vous avez la nationalité franco-burkinabèse. Et vous êtes auteur de plusieurs livres, dont un livre magnifique dont nous parlerons en deuxième partie, qui est L'homme qui arrêta le désert. C'est l'histoire de Yacouba Sawadogo au Burkina. Alors Damien, comme pour chacun de mes invités, la toute première question que je vais vous poser, c'est que signifie la nature pour vous ? Je dirais... Merci Sandrine pour vos propos introductifs qui sont très très complets. Merci pour ça. La nature pour moi en fait c'est un espace dans lequel on coévolue au quotidien. Pendant longtemps on a eu tendance à séparer nature et culture dans nos manières de penser, dans notre base philosophique et donc par extension dans nos projets politiques. Nos formes de gouvernance étant toujours précédées par des fondamentaux philosophiques. Et on observe que ces clés de lecture elles marchent plus tellement. Dans le sens où, comme vous l'avez bien évoqué Sandrine dans l'introduction, la couleur de la terre dans laquelle on grandit influence en partie nos corps et nos esprits, vont composer des ombres comme ça, qui nous pourchassent et qui vont guider nos pas.
Et c'est ces interrelations qui pénètrent les individus qu'il s'agit de penser et, à mon sens, de mettre au cœur des projets de développement. Et donc, la nature, c'est exactement ça pour moi. C'est un espace d'apprentissage et un espace qui nous rend métis, finalement, au monde qui nous entoure. C'est un espace aussi qui est toujours en évolution. Il y a cette belle phrase qui vient de la géographie culturelle que je pratique, qui a été mentionnée par Augustin Berg. Augustin Berg, il n'est pas très connu du grand public. Pourtant, en géographie culturelle, ça a été quelqu'un de très influent. Vous voyez Yoda dans Star Wars? Et ben, Augustin Berg, c'est pareil en géographie culturelle. D'ailleurs, ils ont la même coupe de cheveux. Parce que Augustin Berg est un vieux monsieur maintenant. Il traverse le grand âge. Il a cette très belle phrase qui dit que l'être se crée en créant son milieu. L'être se crée en créant son milieu. C'est cette idée, au fond, que nous, humains, en habitant un territoire, on le modèle, ce territoire, on le cultive, on l'aménage, on le change. Mais que dans cet exercice même de transformation, on se change en retour. On change nos projections, nos manières d'être et de penser. Cette phrase, elle marche bien, au fond, pour expliquer comment les territoires vont évoluer au quotidien. Elle marche bien aussi pour ouvrir une question prospective qui est au cœur de mes pensées et de mes recherches, au cœur de ma sensibilité aussi, de mes liens d'attache avec la nature, qui est de se dire comment on peut aménager le territoire demain pour changer le cœur de l'humain et vice-versa. Quel imaginaire peut nous composer pour mieux prendre soin de ce qui nous entoure, tout simplement. D'accord. Merci Damien. Alors, dans votre prime enfance, vous étiez très sensible aux animaux parce que vous avez grandi beaucoup avec les chiens autour de vous. Et il y a eu cette première tendance à d'abord vouloir être vétérinaire et finalement, vos pas vous ont mené ailleurs. Alors comment, parce que je pense que la question est vraiment intéressante pour voir la façon dont vous transmettez la géographie, comment finalement avez-vous décidé de devenir géographe? C'est vrai que c'est pas tombé sous le sens. Sandrine, vous avez tout à fait raison. D'autant plus que je dois bien l'avouer, sans remarque quelconque par rapport à mes pairs, PAIRS, mais c'est que la géographie est pas très bien enseignée au collège-lycée. Pourquoi? Parce que la plupart des professeurs d'histoire-géographie sont des historiens et non des géographes. Là où elle fait davantage rêver à l'université. Donc c'est vrai que la géographie était loin d'être une passion au collège-lycée. Par contre, j'étais passionné par le vivant, par la nature. J'ai eu la chance de grandir dans un cadre magnifique. Vous les avez cités, Sandrine, le sud de la Sarthe, pas très connu, mais très beau, très naturel. Un territoire qui a été relativement préservé des remembrements agricoles d'ailleurs, qui explique que c'est un territoire sauvage. Et puis mes parents avaient cette sensibilité-là, ils cultivaient leur jardin, c'était vraiment un oasis de biodiversité. Et puis j'ai grandi en meute, au sens littéral du terme, puisque nous on avait des chiens déjà à la maison, mais ma maman faisait pensionnat canin pendant quelques temps. Et du coup je rentrais du collège, j'avais 7-8 chiens à la maison. Et donc bercé par cet amour des animaux, j'ai voulu devenir vétérinaire pendant très longtemps, donc j'ai orienté la première partie de mon parcours vers les sciences du vivant qui permettent de s'orienter vers cela. Et très rapidement, je me suis mis à être passionné par l'écologie scientifique, protéger les animaux là où ils sont, en fait, dans leurs écosystèmes, au point de réaliser un rêve de gosse, puisqu'en licence 3, j'ai passé 8 mois de stage en Australie pour travailler dans une équipe de rangers sur la protection des populations de koalas. Donc les rangers qui me faisaient rêver sur France 5 à la télé quand j'étais gamin, j'étais avec eux dans le bush australien. C'était un stage difficile, très sportif. J'étais pas habitué à ça à l'époque, je suis toujours pas beaucoup. Mais ça a été un stage qui m'a réveillé. Nicolas Bouvier, il disait cette phrase très belle, il disait que quand on voyage, on se met en situation de vulnérabilité, qui fait que des acquis sont mis en crise, voilà, parce que tous nos sens sont ouverts, sont davantage ouverts que lorsqu'on évolue dans des territoires que l'on connaît bien, des territoires dont on est familier. Et là-bas, effectivement, pour protéger les populations de koalas, on les séparait des activités humaines. Or, là où j'habitais, en Australie, les koalas avaient des intérêts à vivre en zone périurbaine, l'accès à l'eau, l'accès à la ressource, moins de concurrence avec les autres espèces de marsupiaux, mais ils avaient également des inconvénients, accidents de voiture, attaques de chiens domestiques, etc. Et pour répondre à ces inconvénients, on demandait aux koalas de partir et on les mettait dans des zones réservées à leur protection. Ce qu'on a observé, c'est dans ces zones réservées à leur protection, également ça ne marchait pas, elles arrivaient assez vite à saturation, ce qui empêchait la pérennité et le mouvement des populations de koalas. Et puis il y avait une question anthropologique et éthique que j'avais du mal à dépasser. Si on voulait protéger le koala, pourquoi ne pas les protéger là où ils avaient choisi d'être, en partie? Et donc en revenant d'Australie, je me dis qu'en fait la vraie question, c'est pas tellement de protéger la nature d'un côté, faire du développement territorial, culturel de l'autre, c'est de penser la relation, en fait, à l'autre, d'essayer de voir comment on peut coexister ensemble
et donc de politiser, de mettre en question scientifique et en question citoyenne la relation entre humains et avec tout ce qui compose le mobilier d'un territoire ensuite, le non-humain, le paysage, les récits, les symboles, l'histoire d'un territoire, tout ce qui crée de l'épaisseur à un lieu. Et cette question était notamment travaillée par la géographie. Et donc c'est pas cette expérience en fait, vraiment fondatrice en Australie, que je suis passé de l'écologie scientifique à la géographie territoriale. En fait, je trouve que ce parcours est magnifique pour expliquer l'importance d'observer son territoire ou ses territoires et la géographie du territoire pour voir comment comment on peut créer le lien et comment on peut agir en fait et j'allais dire collaborer avec le territoire pour créer encore plus de biodiversité et que voilà, il y ait une vie qui se crée. En plus, en ce moment, juste pour nommer donc à Aix-les-Bains postule justement pour territoire homme et biosphère, donc la question est vraiment centrale aussi. Et donc fort de tout ça, vous avez quelque chose qui vous tient justement à cœur pour le mettre, parce que voilà, au-delà d'être géographe, il y a cette envie de transmettre au plus grand nombre et d'y inclure le plus grand nombre. Et là, vous êtes en passe donc de commencer une émission qui s'appelle Terre de Relations. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Voilà, comment ça va se passer ? Pourquoi ? Quelle en est l'essence ? Oui, tout à fait. C'est une belle question, Sandrine. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que j'en parle un peu publiquement, comme ça, dans un média. Donc, merci pour ça. C'est en cours de réalisation. L'émission, si tout se passe bien, je touche du bois, sortira début 2025 sur YouTube, sur une chaîne spécifique. Pour rendre à César ce qui est à César, je pourrais dire aussi que cette émission est entièrement financée par le mouvement citoyen Colibri, qui s'intéresse aussi à la transition des territoires. Alors, au sein de cette émission, il y avait 3 grandes hypothèses qui sont propres à la géographie culturelle et qu'on avait envie de transmettre au grand public, qui nous semblent aller dans le bon sens, pour déjà réconcilier les gens, retisser du lien à l'échelle des territoires, mais aussi aller ensemble de l'avant, en fait, essayer de répondre collectivement aux enjeux contemporains. Ces 3 hypothèses, c'est qu'au fond, un territoire est toujours le produit de son historicité. Et pour comprendre ce qui s'y passe aujourd'hui dans un territoire, il faut remonter les pages de l'histoire. Et quand je parle de l'histoire des territoires, je parle aussi de l'histoire écologique des milieux. C'est très important car ce qui caractérise, à mon avis, la scène contemporaine, l'époque dans laquelle on vit, c'est qu'on a perdu la conscience des lieux. On a perdu le sentiment géographique. On vit en Auvergne sans connaître les volcans. On vit dans les Alpes sans bien connaître les montagnes, les torrents, les forêts alpines. On vit chez moi dans le bocage du Maine, Sarthe, Mayenne, dans les pays de la Loire, pays de jardins et de chevaux, sans jardiner ni chevaucher. Et cette entreprise de désenracinement des lieux, en fait, participe en grande partie aux crises sociales et environnementales que l'on connaît aujourd'hui, tout simplement parce que on protège que ce qu'on aime, on n'aime que ce qu'on connaît, et on connaît que ce qui nous a été préalablement enseigné. Or, on n'enseigne plus la diversité des lieux, on ne dévoile plus l'altérité proche qu'il y a aux portes de nos jardins, aux portes de nos rues et aux portes de nos mairies et de nos églises. C'est la première mission qu'on se donne au sein de Terre de Relations. C'est de redévoiler l'altérité territoriale pour aiguiller les gens, pour leur donner des outils, des savoirs géographiques pour mieux se projeter dans un territoire et in fine mieux en prendre soin. Mais notre émission, elle ne sera pas simplement descriptive. Elle a un deuxième objectif qui répond aux 2 autres hypothèses de la géographie culturelle, qui est de montrer un horizon du doigt. Au fond. Un horizon, pardon ? Un horizon ? Un horizon du doigt. Du doigt, d'accord. Ouais, un horizon citoyen, voilà, qui est au fond de faire de chaque lieu une terre de relations, puisque c'est en cultivant le lien entre toutes les parties prenantes d'un territoire, humain comme non humain, qu'on arrivera, je pense, à répondre aux crises sociales et environnementales. Et pour ça, les 2 hypothèses qu'on va manier dans cette émission, la première, j'ai déjà cité, cette fameuse phrase « l'aide se crée en créant son milieu », sauf que nous, on l'ancre dans un champ prospectif, c'est-à-dire réfléchir à des nouvelles manières d'aménager ce territoire, pour recréer du lien, pour reprendre soin de ce qui nous entoure, pour avoir de nouveau la fierté de vivre ensemble. Et puis la deuxième hypothèse, c'est que, vous savez, un territoire, avant d'être une approche technique ou politique, SCOT, PLU, agencement des compétences, etc., c'est avant tout un corps en mouvement dans un lieu, et tout ce que fait ressentir ce corps en mouvement dans un lieu. Les émotions, les contes, la poésie, le paysage, tout ça est du nombre. Voilà. Ça me fait penser à cette belle phrase de Jean Delvert qui disait « un géographe, ça pense en marchant ». Tout simplement parce que gravir une montagne ouvre à une réflexion propre
d'un corps qui endure le relief. Et donc, au sein de cette émission, on a envie de ramener toute cette poésie territoriale, non pas simplement comme un acte littéraire. D'ailleurs, c'est pas simplement un exercice de plume. C'est pas simplement pour se faire plaisir avec des beaux mots, avec des belles phrases. C'est parce que ça recatalyse une vérité que je crois universelle. C'est qu'on a tous au fond du cœur un très vieux paysage. Et jouer sur ces liens d'usage et d'affection qui nous relient à des lieux, les mettre en mots, ces liens d'usage et d'affection, eh ben, ça peut mettre les gens en mouvement. Voilà. Donc, c'est le pari qu'on fait au sein de cette émission. Et donc, chaque épisode, ça sera par saison. Dans chaque saison, il y aura 3 à 4 épisodes. Et chaque épisode prendra pour scène un territoire particulier qu'on aura envie de magnifier et pour lequel on montrera un horizon qui nous tient à cœur. Ah bah voilà, la Savoie sera bienvenue alors. On l'espère. Bon, je vous propose qu'on se retrouve après une courte pause musicale. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, on se retrouve pour votre émission La Nature et vous, et nous sommes en direct avec Damien Deville qui est en Sarthe et qui est docteur en géographie. Alors, et aussi auteur. Alors pour reprendre la suite de l'émission, je vais commencer par justement un de ses livres, à vous lire un petit passage. Donc le livre, c'est L'homme qui arrêta le désert, c'est l'histoire de Yacouba Sawadogo, qui justement a commencé à transformer le territoire burkinabé en plantant des arbres. Et il dit ceci: tu vois, me disait-il, la vie est partout dans une forêt. Lorsque nous pensons aux étoiles, la forêt nous ramène aux rivières. Lorsque nous parlons des astres, du cosmos et de la Voie lactée, la forêt nous parle de lacs et de savanes. Lorsque la modernité nous enjoint à l'infini, la forêt nous parle de racines et de fixité. Lorsque nous pensons aux anges, la forêt nous parle d'esprit. Lorsque nous parlons des cieux, la forêt nous parle de la terre. D'une certaine manière, la forêt raconte le monde. Alors, Damien, en plus d'être géographe et écrivain, vous êtes poète. Parce que votre plume est vraiment délicate, poétique, et elle retransmet des propos sensibles, j'allais dire, de ce que représente la nature. Alors, ce livre que vous avez écrit et qui raconte l'histoire de Yacouba Sawadogo, en fait, c'est comme un cas d'une étude empirique, justement, de la géographie culturelle que vous déployez. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un petit peu plus, justement, parce que c'est vraiment ce cas empirique de comment agencer la nature, le territoire et de recréer le lien. Oui, tout à fait. Alors, Yacouba, c'est un papa africain que j'ai rencontré à la fin de sa vie, puisqu'il nous a quittés en fin d'année dernière. Il était déjà connu un petit peu sur la scène internationale, puisqu'il avait gagné en 2018 l'équivalent du prix Nobel de l'alternative. Et puis en 2019, l'ONU lui a décerné le titre de champion de la Terre. Il était plus connu sur la scène médiatique pour être l'homme qui arrêta le désert, puisque l'histoire de Yacouba commence au fond dans les années 80, lorsque son petit village au nord du Burkina Faso, proche du Grand Sahara, est rattrapé par des vents chauds, provoquant sécheresse, famine, au point que les 3/4 des villageois décident de partir pour aller chercher dans la grande ville les espoirs d'une vie meilleure. Et lui, Yacouba, en sens inverse, reste dans son village et se met à planter des arbres. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est que Yacouba, il n'a pas planté des arbres n'importe comment. Moi, c'est surtout ça qui m'a intéressé en tant que géographe. Il a fait parler le milieu. Il a fait parler les sables, il a fait parler la savane, il a fait parler le Sahel, tout en s'inspirant aussi de connaissances universelles, de connaissances scientifiques qui pouvaient atterrir par le haut finalement. Il a réconcilié les différents types de savoirs qui pétrissaient son milieu. Le premier type de savoir avec lequel il a composé Yacouba, c'est des savoirs familiaux. Yacouba, il est issu d'une grande lignée familiale, et Sawadogo, c'est son nom de famille, qui a été connu pour être appelé aux 4 coins de l'Empire Mossi, pour ramener l'eau lorsque cette dernière se faisait trop attendre par des incantations, par des rituels dont eux seuls connaissent les secrets. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai demandé à Papa Yacouba tous les jours que j'ai passé avec lui, Papa, dis-moi quels sont les secrets qui permettent de ramener la pluie. Et pas une seule fois, il m'a donné ne serait-ce que le moindre indice. Ça s'explique tout simplement parce que vous savez, quand
Afrique de l'Ouest, on récolte pas avec les lignées familiales. Il y a des connaissances qui s'échangent que de griot à apprenti griot, que de forgeron à apprenti forgeron, que de faiseur de nuages à apprenti faiseur de nuages. Ce que je ne suis pas, bien sûr. Je dis faiseur de nuages parce que, pardonnez-moi, je vous l'ai pas dit, c'est la traduction littérale du nom de famille de Yacouba. En moré, la langue des Mossi, Savoie-Dogo, ça veut dire faiseur de nuages. C'est magnifique. Ouais. Et ça peut être frustrant quand je l'ai rencontré, mais aujourd'hui, je me dis que c'est très bien comme ça, puisque voilà, ça laisse des silences dans sa vie, des silences dans le livre. Et d'une certaine manière, les silences ont toujours fait partie de la musique. Deuxième type de savoir avec lequel a composé Yacouba, plus classique dans notre imaginaire occidental, c'est des savoirs scientifiques. Yacouba, c'est un véritable paysan-chercheur. Il s'est inspiré des savoirs agronomiques. Il a observé la course de l'eau dans son territoire, le fonctionnement du sol. Tout ça, il en a tiré le meilleur dans la gestion de sa matière organique, dans le fait de retenir l'eau dans son territoire pour éviter qu'elle ruisselle trop vite. Il a noué une alliance aussi avec les termites, vous savez, ces alliés qui ont exactement le même rôle que les vers de terre chez nous, fertiliser les sols par la dégradation de la matière organique. Et puis le troisième type de savoir avec lequel a composé Yacouba, c'est des savoirs spirituels. Enfant, quand Yacouba était enfant, le Burkina Faso était toujours sous administration coloniale. Les parents de Yacouba ont choisi plutôt de l'orienter vers l'école coranique et non l'école coloniale. Tant et si bien que Yacouba ne parle ni n'écrit le français, il parle uniquement sa langue ethnique et quelques mots d'arabe. Et c'est d'ailleurs un cheikh, ces figures influentes de l'islam, qui aurait incité Yacouba à planter des arbres, utilisant cette phrase, en tout cas c'est comme ça que Yacouba me l'a livré à son tour. J'ouvre les guillemets, Yacouba, les arbres vont servir autant ta génération que les suivantes, car les arbres sont nattés de patience. Les arbres sont nattés de patience. Je ferme les guillemets là, la phrase est magnifique. Elle s'explique très bien d'un point de vue anthropologique d'ailleurs, puisque la patience est un mot qui revient très souvent dans les mondes de l'islam. Pas toujours pour le meilleur. Je pense à la situation de certaines femmes enfermées à la maison, que cela légitime l'injonction à la patience. Mais parfois, ça crée de très belles choses, parce que résultat des courses, 40 ans après avoir planté son premier arbre, la forêt de Yacouba fait une vingtaine d'hectares, une trentaine d'hectares. Ça change en fonction des sources. L'oiseau, la biche sont revenus. Les paysans se sont réinstallés dans le village et profitent du microclimat que donne la forêt pour cultiver l'igname, le sorgho, pour vivre de nouveau de leur métier. Et dans le village, on entend de nouveau les forgerons teinter l'enclume, les griots chanter et les enfants jouer dans les rues. À l'échelle de sa vie, Yacouba a réconcilié humain et non humain, des vivants et des lieux, et j'irais presque jusqu'à dire, si vous me le permettez, Sandrine, le visible et l'invisible, puisque vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, les forêts ne sont pas habitées que par du visible. On y trouve également des esprits et des dieux. Et d'ailleurs, l'extrait que vous avez lu, il fait directement référence. Oui, dans toutes les forêts, il y a du visible et de l'invisible. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, c'est toujours très présent dans les pratiques sociales. C'est les héritages de l'animisme. Hein. Il y a cette fameuse expression qui dit qu'en Afrique de l'Ouest, il y a 50% de chrétiens, 50% de musulmans, 100% d'animistes. Et c'est très vrai. Yacouba pratique autant les chemins de l'islam que les chemins de l'animisme. Ouais, c'est ce lien à l'invisible, on l'a plus perdu en Occident, donc là c'est tout le lieu de le retrouver. Mais alors pour revenir, parce que outre ça, il y a un autre lien qui s'est créé aussi d'autonomie pour les personnes vivant dans ce village, c'est au niveau médicinal. Donc il a aussi permis de redévelopper une pharmacopée locale. N'est-ce pas ? Enfin, et comment ça s'est passé ? Du coup, qu'est-ce que ça induit dans l'organisation à la fois du lieu et du lien par rapport à vos recherches ? Oui, tout à fait. La forêt de Yacouba soigne autant la terre que les humains, finalement, puisque Yacouba a choisi de spécialiser sa forêt dans les arts médicinales. Chaque plante qu'il a mis, chaque arbre a des vertus par ses écorces, ses racines ou ses feuilles, ou ses fruits, parfois. C'est pas une forêt qui alimente la population. Il n'y a pas d'arbres fruitiers. Par contre, c'est une forêt qui permet de construire des filières de guérisseurs traditionnels. À noter qu'au Burkina Faso, c'est un statut qui est reconnu depuis plus de 20 ans maintenant, même 30 ans je crois, c'est au début des années 90, que le statut a été mis en place. Le gouvernement burkinabé, ayant vu la nécessité de compléter la médecine moderne, notamment dans les villages reculés, par les pratiques des guérisseurs traditionnels pour soigner les petits maux. C'est une médecine qui remplace pas du tout la médecine moderne, mais pour des maux de ventre ou des choses comme ça, c'est des soins qui permettent d'être prodigués rapidement et qui évitent d'aller à l'hôpital, ce qui est parfois très loin lorsqu'on vit dans les villages reculés. Il y a des villages qui sont à 6 heures du premier lieu de soins en moto, quoi. Parce que les routes sont très accidentées aussi. Et donc Yacouba, effectivement, a gagné sa vie aussi grâce
à son statut de guérisseur traditionnel. Mais ce qui est important, je crois, auprès de sa forêt à souligner, c'est que certes, sa forêt a reverdi un paysage, mais je crois qu'il a reverdi une projection. C'est ça qui est vraiment très important. La forêt de Yacouba a montré que la flèche du temps n'avait pas qu'un seul sens. Dans les domaines de la médecine, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de la relation, tout simplement, qu'on entretient les uns avec les autres. Pour illustrer ça, peut-être vous donner la mécanique qui joue sur le fait de replanter des arbres. Au Sahel, si on coupe trop d'arbres, les oiseaux disparaissent. Ces oiseaux, qui sont des auxiliaires pour les paysans, pour aider à lutter contre les insectes nuisibles, par la chaîne alimentaire tout simplement. Donc avec les oiseaux qui disparaissent, c'est plus d'insectes nuisibles dans les cultures. Pour les paysans, ça devient trop difficile de lutter contre ces insectes nuisibles, ça leur demande soit trop d'investissements qu'ils ne peuvent pas faire, soit tout simplement de quitter leur terre, de partir. Ces gens-là partent vers les bidonvilles des grandes villes pour essayer d'avoir une vie meilleure dans la grande ville. La plupart n'y arrivent pas et se cantonnent à vivre dans la pauvreté. Et puis dans ces zones qui ont été désertées, le désert avance, provoquant des conflits ethniques, des conflits sociaux, l'avancée du djihad, ce qu'on connaît actuellement au Burkina Faso, qui a tendance à déchirer le ciment social, qui peut provoquer par effet rebond, par effet domino, des crises nationales, voire des crises à l'échelle de la sous-région. C'est exactement ce qu'on est en train de connaître à l'échelle du Mali, du Niger et du Burkina Faso. A contrario, si on plante plus d'arbres, les oiseaux reviennent. Les agriculteurs peuvent de nouveau trouver des équilibres dans la manière dont ils gèrent leurs ressources et dont ils gèrent leur plantation. Ils restructurent des filières pérennes. Ils arrivent de nouveau à vivre décemment de leur métier, à s'habiller décemment et à réenvoyer leurs enfants à l'école. C'est exactement ce qui s'est passé dans le village de Yacouba, qui a fait naître une nouvelle stabilité, en fait, et un nouveau ciment social entre les gens. C'est l'arbre qui a vitalisé les relations entre les humains du village. C'est beau. L'arbre à l'image de comment lui il se déploie et sous terre avec ses racines, le mycélium, tout ce village sous terre qui se crée également, et donc cette vie en fait. Et oui, vous alliez rajouter quelque chose? Ouais, non mais Sandrine, c'est super ce que vous soulignez parce que y a un agronome qui a vécu au Niger, pays frère du Burkina Faso, qui s'appelle Tony Rinaldo, donc lui qui est australien, mais qui parle le français comme vous et moi, et qui parle le Haoussa, donc la langue ethnique de l'ethnie majoritaire du Niger. Et lui, justement, il a théorisé ce concept de forêt souterraine parce qu'il s'est rendu compte que dans les milieux très désertiques, ce qui fut forêt ou ce qui fut plantation, en tout cas, garder une forme de vitalité dans le sol. Les racines sont en dormance et lorsque le sol reprend de la fertilité, la forêt repousse par elle-même. Et c'est quelque chose qui a joué aussi dans la forêt de Yacouba. Au début, il a ramené des plants d'arbres par lui-même, mais par le microclimat qu'a créé ces arbres en train de pousser, les choses sont revenues naturellement dans sa forêt par cette dynamique souterraine endormie qu'il a réveillée à coups de pratique agronomique. Et ça, c'est un magnifique message d'espoir aussi pour les milieux désertifiés. Il suffit de pas grand-chose pour recréer des boucles vertueuses. Eh bien, c'est magnifique et c'est effectivement un message d'espoir, comme quoi, cultiver le terreau fertile de nos lieux finalement, que ce soit au sens de la nature, du territoire ou de nous-mêmes. Eh bien, Damien, ravi, je vous remercie infiniment d'être venu au micro de Radio Grand Lac pour l'émission La Nature Merci et vous. à vous. Vous pourrez écouter l'émission en replay. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne Radio Grand Lac. En plus, il y a une application maintenant Radio Grand Lac. Et puis, chers auditeurs, nous nous retrouverons à la rentrée et je vous souhaite un excellent été. À bientôt. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.